Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et ravi de vous retrouver pour votre émission de ce dimanche. Le professeur Prosper Compaoré est l'invité de ce jour sur la brèche. Dramaturge, universitaire, metteur en scène, directeur de compagnie, c'est l'un des pionniers du théâtre burkinabé. Bonsoir professeur. Bonsoir Jérémy. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous avons une heure pour décrypter, commenter, analyser l'actualité nationale et internationale. Mais avant, je m'en voudrais de ne pas vous interroger sur l'une des passions, pour ne pas dire sur la passion de votre vie, qui est le théâtre. Après plus d'une cinquantaine d'années passées sur les planches à promouvoir l'art théâtral, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que ce combat a été utile à quelque chose? Oui, je pense que nous pouvons estimer que le combat a été utile pour plusieurs raisons. D'abord parce que je crois que par l'expression théâtrale, nous avons contribué à apporter du bonheur, du plaisir, de l'éveil de conscience, bref, du développement dans nos différentes localités, dans notre pays et même hors de notre pays. Ensuite, parce que nous nous sommes battus pour que on reconnaisse que le théâtre est un des facteurs les plus importants pour la sensibilisation, la communication sociale pour le développement. Et aujourd'hui, je crois pouvoir dire qu'il n'y a pratiquement pas d'organisation de développement qui ne fasse appel d'une manière ou d'une autre au théâtre. Troisièmement, le combat que nous avons amené a permis de former de nouvelles générations d'hommes de théâtre, d'artistes de théâtre, metteurs en scène, écrivains, dramaturges. Et donc, nous pensons que nous avons pu préparer une bonne relève. Voilà ce qui me permet, sans fausse modestie, de dire que le combat valait la peine et nous pensons que nous avons atteint, en tout cas autant que possible, notre objectif. L'année 1988 est une année charnière, puisque vous portez sur les fonds baptismaux le FITD, le Festival international de théâtre pour le développement. C'est vrai. 30 ans déjà, si l'on s'arrête sur le terme développement, la problématique reste toujours actuelle dans notre monde contemporain. Est-ce que ce constat de l'échec des politiques de développement, en quelque sorte, sur le continent, est aussi le vôtre? Non, on ne peut pas imputer aux populations, aux sociétés civiles, la responsabilité d'un quelconque échec. Je pense d'abord qu'il faut même ausculter le concept d'échec des politiques de développement. Parce que probablement nous ne voyons du développement qu'une certaine dimension, qu'un certain aspect. Et or, nous savons que le développement est multidimensionnel. Bien sûr, il y a la dimension matérielle, pratique, sur laquelle on peut effectivement noter qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Même si, quand on regarde en arrière, on voit qu'il y a eu également du chemin qui a été parcouru. Mais le développement, c'est aussi la transformation des consciences, des mentalités, c'est l'adéquation de notre manière de vivre, de notre manière d'être à notre société, à notre environnement. Et à ce niveau-là, le développement, il peut être vécu de façon très différente d'un individu à l'autre, d'un groupe à l'autre. Donc, nous pensons que, d'une manière ou d'une autre, nous avons contribué à faire avancer le niveau de conscience et donc à faire progresser le niveau de développement. Mais le développement, pour moi, n'est pas un but, une arrivée. Le développement, c'est un chemin vers quelque chose qui est le mieux vivre, le mieux être. Et cela, évidemment, on ne peut pas atteindre. C'est toujours une quête. Oui, mais dans cette quête, le constat aujourd'hui, c'est que dans un pays comme le Burkina Faso, on a plus de 40% qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Voilà. C'est une réalité. Donc là, vous prenez le développement au premier sens du terme. Effectivement, la pauvreté est un indicateur d'une faiblesse ou en tout cas d'une insuffisance du développement. Parce que, idéalement, on devrait faire en sorte que chacun ait ce qui lui est nécessaire pour vivre. Et là, force est de reconnaître qu'on est loin du compte. Et cela peut être imputé aux politiques de développement qui ont été mises en place.
aux stratégies qui ont été retenues pour justement atteindre ce but-là de l'autosuffisance, de la sortie de la pauvreté. Donc à ce niveau, chacun peut se dire que peut-être il aurait pu faire plus. Mais en dernier ressort, c'est le choix qui est fait, la manière dont nous envisageons justement le chemin pour atteindre cette autosuffisance, cette fin de la pauvreté, qui n'est peut-être pas adapté à notre réalité. Alors, un mot sur l'IPN, l'Institut des peuples noirs, que vous avez dirigé pendant près d'une décennie, soit de 88 à 97. Oui. Entre les ambitions de départ de l'Institut et la trajectoire historique qu'il a empruntée, on dirait plutôt que la montagne a accouché d'une souris, même si ce n'est pas votre gestion qui est ici en question. Oui, oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché, professeur? Bon, je crois que l'Institut des peuples noirs était d'abord l'expression d'une grande volonté, d'un idéal, je pourrais même dire d'une grande ambition pour notre pays. Il s'agissait de faire en sorte que l'Institut des peuples noirs soit un peu le point de convergence de tous les peuples noirs du monde. À l'époque, c'était le président Thomas Sankara qui, après une mission aux États-Unis, est revenu et a lancé cette idée de créer un centre qui permettrait comme cela de faire le point de tout ce que les peuples noirs ont apporté à l'évolution du monde. Et on a mis en place toute une mécanique pour impliquer le maximum de population, le maximum d'États dans cette logique-là. Et on a pu avoir un symposium pour bien dessiner les contours de cet institut et on a porté sur les fonds baptismaux cet Institut des peuples noirs. Il y a même eu des États qui ont signé l'acte constitutif, mais par la suite, il fallait évidemment que chacun apporte sa contribution et c'est là que, comme d'habitude, eh bien, les choses n'ont pas fonctionné. Les gens ont annoncé des participations qui ne sont jamais venues. Et au plan national, l'évolution de la situation aussi a fait que la préoccupation IPN est passée au deuxième plan. Et donc, du coup, eh bien oui, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé à terme. Mais je constate que l'idée n'est pas morte et qu'ailleurs, des gens ont repris le flambeau et tentent de mettre en place des structures comme cela, de valorisation des apports culturels du monde noir à la civilisation universelle. Justement, vivre africain comme seule manière de vivre digne. J'emprunte la formule au président Thomas Sankara, donc le père de la révolution burkinabé, qui était aussi, donc, qui avait aussi comme idéal cette libération non seulement des peuples noirs, mais au-delà des peuples noirs, des opprimés d'une façon générale. C'est juste. Au regard de l'évolution actuelle, c'est vrai, vous dites l'idée n'est pas morte, mais est-ce que vous pensez que cet idéal, cette utopie révolutionnaire a encore une résonance dans le monde aujourd'hui, dominé par le néolibéralisme? Oui, c'est juste. Mais plus que jamais, je pense que les peuples noirs, mais d'une manière générale, les peuples dominés, les peuples opprimés, les peuples qui subissent encore le poids d'une certaine exploitation internationale, ont le devoir de s'organiser, de se mettre ensemble pour revendiquer, pour affirmer, pour s'affirmer. Et c'est, à mon avis, l'un des chemins pour atteindre justement cette reconnaissance, cette souveraineté sans laquelle on ne peut pas parler de développement. On sera simplement un territoire où des gens viendront puiser ce qui leur convient et ensuite ils nous laisseront à l'abandon. Donc je crois que cet idéal-là reste pertinent, mais peut-être il faudra le formuler autrement. Parce que ici, ce n'est pas tant la question raciale qui est à mettre en avant que la condition sociale de ceux-là qui vivent aujourd'hui comme la 4e ou la 5e roue de l'humanité. C'est ça qui doit être revu et corrigé. Alors, le poète martiniquais Aimé Césaire disait « La RAC, nous sommes dans la RAC de l'histoire et en sortir pour les nègres. C'est cela, la liberté. C'est une vision surannée dans l'Afrique du 3e millénaire, selon vous? Ou bien est-ce qu'au contraire, cette perspective de l'émancipation des Africains reste fortement d'actualité? Oui, ce n'est certainement pas suranné. Regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Regardez ce que vivent nos frères
On a quand même eu un noir président des États-Unis. On a eu un noir, c'était comme un symbole. Est-ce que ça a changé grand-chose au sort de la plupart des noirs africains ou des noirs américains? Non. Ils sont encore dans cette nécessité de se battre pour en sortir. Regardez ce qui se passe sur le continent africain dans son rapport avec les autres continents. Eh bien, il n'y a pas longtemps, des gens ont osé parler de nos pays comme des pays de... Vous avez entendu. Donc, objectivement, ce n'est pas quelque chose qui est dépassé. Mais nous ne voulons plus passer notre temps à revendiquer au nom d'une couleur. Nous pensons qu'il est beaucoup plus utile de se battre pour que, quelle que soit la couleur des gens qui vivent sur le continent ou ailleurs, eh bien, il n'y ait pas de frange de la population, de partie de la population qui soit dominée, exploitée, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens matériels. Voilà. Alors, quelle place aujourd'hui pour la culture burkinabé? C'est vrai qu'on a un département ministériel en charge des arts et de la culture, mais la question, en tout cas à mon sens, n'est pas superflue au regard du flot déferlant de la mondialisation qui tend à uniformiser nos modes de vie et de production, en tout cas au seul bénéfice du profit. Oui, mais cette uniformisation-là, généralement, se fait au détriment de ceux qui sont faibles. Donc nous avons besoin d'être partie prenante dans ce village global. Et donc, si nous voulons être partie prenante, il faut qu'au plan national, nos politiques culturelles permettent d'affirmer notre identité, notre diversité et notre capacité d'être un peuple, d'être une nation. Et ça, c'est tout un chantier. Nous n'avons pas encore fini parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus si sûrs que cela de leur identité. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils empruntent l'identité des autres. Alors que le monde va de plus en plus vers un métissage culturel. Et ce métissage, pour qu'il soit véritablement un métissage, a besoin justement de l'apport de contributions différentes. Si on est tous en train de faire exactement comme ce que l'Occident nous demande de faire, il n'y aura pas de métissage, il y aura uniformisation. Et uniformisation, c'est tout simplement une déperdition. Prosper Compaoré, ministre de la Culture, c'est une simple hypothèse, mais c'est surtout le prétexte pour vous interroger sur votre vision de la culture, sur les défis à relever et sur les enjeux du domaine culturel et de la culture pour le Burkina Faso. Bon, déjà, il y a des gens qui assument cette responsabilité avec brio. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est les accompagner, leur apporter nos conseils, peut-être aussi agir à côté d'eux pour ouvrir des fronts, pour que le combat ne soit pas seulement un combat dans une seule direction. Je crois effectivement qu'il y a pas mal de chantiers à ouvrir qui ne sont pas encore suffisamment ouverts. Il y a des chantiers qui sont ouverts, mais dans lesquels peut-être il y a des efforts supplémentaires à développer pour que, par exemple, au niveau de notre patrimoine, on n'en arrive pas à une situation où notre patrimoine se perd progressivement parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour sauvegarder, pour retranscrire, pour enseigner, pour conserver. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est très important. Il y a aussi au niveau des arts d'une manière générale, que ce soit les arts visuels, la littérature ou autres, tout un travail à faire pour que les talents nouveaux puissent avoir un environnement propice pour éclore, pour s'épanouir, pour se diffuser au plan national et au plan international. Que d'auteurs sont ignorés dans notre pays, que de dramaturges ont écrit mais ne peuvent pas accéder à la représentation scénique, que de scénaristes ont réalisé des scénarios qui dorment dans les tiroirs parce qu'ils n'ont pas les moyens de réaliser des films. Il y a donc là aussi un gros travail. Et je sais que ce n'est pas la seule responsabilité d'un ministère de la culture. Il y a à côté de ces ministères des organisations de la société civile, des associations qui se battent. Il y a des initiatives privées qui essayent de prendre le taureau par les cornes. Il faut que nous puissions conjuguer nos efforts. Est-ce que quand on cherche 2 repas par jour, tout ça, ce n'est pas superflu? Ah non, c'est justement une erreur. Lorsque vous prenez, c'est vrai, par exemple, la pyramide de Maslow, vous dites, OK, il nous faut d'abord répondre aux besoins élémentaires de survie. Mais je vous assure qu'il y a des moments où, si vous n'avez pas
répondu à la question de la socialisation, à la question de la fierté identitaire, eh bien, le repas devient superflu. Il y a des gens à qui vous pouvez donner à manger, mais si vous les méprisez à leur donner à manger, ils vont refuser. Non pas parce qu'ils n'ont pas faim, mais parce que pour eux, ils mettent en avant leur fierté, leur identité culturelle. Alors, c'est une façon de parler. C'est pour dire qu'on ne peut pas développer l'homme uniquement en se basant sur ses premiers besoins élémentaires. Il faut prendre en compte l'ensemble de la pyramide. C'est la transition pour aborder l'actualité nationale, à commencer par le remaniement ministériel et la mise en place du gouvernement Thiéba III. Quelle première réaction à la composition, on va dire, de cette équipe gouvernementale? Un non-événement pour Ablaye Ouédraogo, de façon autrement, un gouvernement de combat pour le MPP, en l'occurrence Simon Compaoré. Ben ça, c'est tout à fait normal. Quand il y a des choses comme ça qui se passent, selon qu'on est d'un côté ou d'un autre, on a une vision totalement différente. Et de mon point de vue, il est tout à fait clair que ceux qui ont pris l'initiative de ce remaniement avaient en tête que ça allait permettre à cette équipe d'aller de l'avant, de faire encore mieux. Sinon, je pense qu'ils ne l'auraient pas fait. Maintenant, vont-ils atteindre le but? Ben, nous sommes à côté, nous observons et nous verrons si effectivement cette nouvelle alchimie va prendre plus que la première alchimie. Ce qui me semble important, c'est que chacun à son poste, chaque ministre, chaque démembrement ministériel joue pleinement son rôle. C'est une alchimie avec, on va dire, du sang neuf et du sang jeune. Oui. Vous pensez que ça peut déboucher sur quelque chose d'intéressant? Oui, c'est une bonne perspective? Oui, ça c'est de la sagesse élémentaire. Si vous voulez avoir une corde solide, il faut attacher une corde neuve à la corde ancienne et comme cela vous tressez, hein, et cela vous donne quelque chose de long et de durable. On ne peut pas couper totalement. Mais c'est vrai qu'en faisant cela, il faut veiller à ce que les mauvaises pratiques, les mauvaises habitudes, les choses qui ont justement été dénoncées et décriées ne puissent pas se prolonger. Et ça, ce n'est pas simplement une question de prendre quelqu'un et mettre à une certaine place parce que c'est structurel, c'est systématique. Et si on y prend garde, on peut changer le sommet, mais si la base n'a pas changé, on va reproduire assez rapidement les mêmes errances. L'actualité, c'est aussi le procès annoncé du coup d'État du 16 septembre, procès dans lequel les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé devraient être en tout cas jugés. Il y a des gens qui font des pieds et des mains pour que le procès n'ait pas lieu. Simon Compaoré, que je cite là. C'est un titre que j'emprunte en tout cas au journal Le Pays, qui citait ainsi donc le président par intérim du MPP. Voilà, j'ai lu au cours d'une conférence de presse. Quel commentaire vous inspire, on va dire, cette prise de parole du ministre d'État? Vous savez, moi, en ce qui me concerne, je suis assez béotien en matière de politique. Je n'y connais pas grand-chose. Et quand j'en parle, c'est avec beaucoup de prudence. Parce que ceux qui parlent politiquement, certainement, ont accès à des informations que j'ignore. Donc, je ne peux pas dire c'est vrai, c'est faux. Ce qui est sûr, c'est que, de mon point de vue, la meilleure façon de résoudre nos problèmes, c'est de laisser la justice agir de façon libre et souveraine. Et qu'il n'y ait pas d'immixtion du politique dans le judiciaire. Mais si on sent que les choses sont biaisées, eh bien, la confiance que le peuple apporte à la justice risque d'être fortement mise à rude épreuve. Alors, il ne nous a pas échappé que cette déclaration était une sorte de réponse du berger à la bergère, avec cette conférence de presse donnée également par la NAFA et son président Amadou Diko, qui s'inquiète d'une immixtion possible du judiciaire, justement, de l'exécutif dans le judiciaire, sur ce qu'il qualifie notamment de limogeage du magistrat Jean-Marie Ouattara, qui présidait la chambre de contrôle de l'instruction. Est-ce que vous comprenez les doutes de la NAFA sur le bénéfice d'un procès équitable au profit de leur champion, qui est Djibril Bassolé? Moi, je trouve que c'est légitime que la NAFA, en tant que parti de base du général Djibril Bassolé, se préoccupe et s'inquiète de cette, j'allais dire, objectivité éventuelle de la justice.
Maintenant, est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter? Est-ce que ce dont on parle, s'agit-il véritablement d'un limogeage? Je crois savoir que le ministre de la Justice a démenti et qu'il s'agisse d'autre chose. Ceci étant, c'est tout à fait légitime que toute la société civile et aussi les partis politiques restent vigilants. Parce que quand on a affaire à des questions aussi graves qu'un tel procès, il faut s'assurer que tout est mis en œuvre pour que les choses se passent selon les règles de l'art. Cette forme de divorce entre la justice burkinabé et les justiciables, comment est-ce que vous le comprenez? En même temps que vous avez raison de parler de divorce, en même temps vous voyez que tout le monde en réfère à la justice et demande que justice soit faite. Donc voilà une situation quasi paradoxale. Mais si vous parlez de divorce, c'est probablement au vu d'un certain nombre d'actes de défiance que nous constatons, de propos qui mettent en évidence le fait que certaines personnes, certains magistrats, ou même le fonctionnement institutionnel n'est pas compréhensible ou acceptable aux yeux de certains. À mon sens, il y a d'abord un problème de compréhension. Parce que la logique du système judiciaire n'est pas facilement accessible au commun des mortels. Il y a un effort à faire pour que la justice se fasse comprendre. Qu'elle explique ces mécanismes. Et je crois que la plupart de ceux qui sont sceptiques finiront par faire confiance. Ceci étant, il faut aussi faire attention parce que s'il y a des exemples concrets de situations où des membres de la justice n'ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités, évidemment, ça devient difficile. Donc, à mon avis, il faut qu'on explique davantage et il faut aussi, par moment, faire passer aussi la justice dans les rangs de ceux qui administrent cette justice. Alors, l'action gouvernementale, en tout cas, se poursuit. L'ancien nouveau ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Maurice Dieudonné Bonalé, lui, s'est trouvé sur le site de Basenco pour faire le bilan de son action dans son département. On apprend notamment la restructuration bientôt des zones non loties. Est-ce que vous pensez que c'est une réponse pertinente à un problème réel? Un problème réel, sans aucun doute. Une réponse pertinente, je crois. Mais ce n'est pas la seule réponse. C'est toujours ça le problème. Moi, j'estime que c'est facile de critiquer, d'estimer qu'on ne donne pas les bonnes réponses. Mais y a-t-il seulement une bonne réponse? Parce que quel que soit ce que vous faites, on va constater qu'il y a à côté des choses qui ne vont pas. Il y a des situations qui sont de plus en plus insupportables. Donc, en ce qui concerne l'urbanisme, nous sommes tous conscients du fait que c'est un immense problème. Mais moi, je souhaite qu'on permette au moins à ceux qui mènent cette politique-là de la conduire jusqu'au bout pour que nous puissions évaluer. Parce que si, avant même qu'on ait conduit l'action, on estime qu'elle ne peut pas être réalisée, eh bien, on ne pourra jamais tenter quoi que ce soit. Et je crois ici que nos villes, pour parler de nos villes, courent un grave danger. Si on y prend garde, dans quelques années, on ne pourra même pas circuler. Rien que circuler dans nos villes. Parce qu'il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace pour circuler, il n'y a pas d'espace pour se parquer, il n'y a pas d'espace pour habiter. Et donc, nécessairement, il faut bien construire des zones de cette façon, restructurer ce qui existe pour que cela reste encore à notre chose, accessible à nos moyens. Donc, moi, personnellement, je crois qu'il faut leur donner la chance d'essayer leur politique. Alors, il a été dit que la guerre de Troie n'aura pas lieu, mais celle des sans-terres, en tout cas, plane sur le Burkina, sans faire dans la prédiction apocalyptique. Est-ce que vous partagez ces inquiétudes sur les risques, on va dire, engendrés par le foncier sur la paix sociale au Burkina? Je suis d'accord que l'une des menaces les plus sérieuses risque de venir de la crise foncière. Tout simplement parce que nous observons que, compte tenu de notre démographie galopante et de l'urbanisation galopante, il y a de plus en plus de gens qui s'en vont
à la conquête des espaces ruraux sans que j'allais dire, les droits des populations rurales soient respectés. Et ça, pendant longtemps, les gens ont subi parce qu'ils estimaient qu'ils ne pouvaient rien faire, mais il y a quelque chose de nouveau qui est apparu avec l'insurrection. C'est que les gens se sont rendus compte qu'ils étaient une force, que quand ils se levaient et qu'ils faisaient quelque chose ensemble, ça pouvait changer. Et donc, si vous parlez de la guerre de Sans-Terre, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. En tout cas, il y aura des grands mouvements si on y prend garde. Et avec les populations rurales qui se retrouvent ouvriers agricoles sur leur propre sol. Ouvriers agricoles ou même tout simplement démunis, expulsés, chassés. Donc, et les gens, jusqu'à un certain moment, ils peuvent subir. Mais si vous exagérez, si vous poussez jusqu'au bout un lion, eh bien, il s'arrête et il fonce sur vous. Parce que vous ne lui avez pas donné une solution de repli. Et il y a ici une situation où certaines personnes sont exaspérées parce qu'on leur retire leur terre. Avec la complicité de certains potentats locaux, ça c'est dangereux. On revient au département de la culture avec cette information que nos confrères d'aujourd'hui au Faso nous ont rapportée ce vendredi sur les difficultés à s'accorder sur un nom pour la gestion d'un fonds d'1 milliard de francs CFA, en tout cas mobilisé par le gouvernement burkinabé au profit du cinéma, en tout cas pour soutenir la création cinématographique. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Bon, là aussi, je ne suis pas totalement au courant des dessous de cette affaire. Mais ce que j'ai appris et ce que je lis, ça et là, c'est qu'il y a eu effectivement un geste qui a été fait à l'endroit des cinéastes. Je me réjouis pour les cinéastes de cette bonne disposition du gouvernement. Maintenant, si la gestion de cette somme pose problème, ben, c'est vraiment regrettable. Je pense qu'il faut que le monde du cinéma se ressaisisse et qu'on sache trouver la manière la plus appropriée de gérer cette somme qui, somme toute, n'est pas si énorme que cela dans le domaine du cinéma. Parce que si vous voulez réaliser 3 bons films, bon, ce milliard, c'est vraiment, bon, juste. Donc, il n'y a pas de quoi se monter la tête. Et il faut que ceux qui ne sont pas bénéficiaires ce coup-ci de ce milliard se disent que peut-être demain, c'est eux qui seront bénéficiaires. En tout cas, moi, mon souhait est que les cinéastes et d'une manière générale les artistes puissent mériter la confiance et l'estime de nos autorités et aussi de nos populations. Il ne faut pas qu'on se donne un spectacle comme ça, comme des gens qui se battent comme des chiffonniers pour avoir quelques miettes. Ça, ce serait désastreux. Je voudrais à présent que l'on s'arrête sur une actualité dans nos provinces. Il s'agit de la séquestration du proviseur du lycée départemental de Tikaré dans le BAM et de certains personnels, en tout cas du corps enseignant, par des élèves en colère. Et comment est-ce que vous réagissez à cette information? En tout cas, d'après ce que nous avons lu, c'est quelque chose de totalement désastreux. Ça rentre dans la chaîne générale de ces nouveaux comportements que moi j'estime des comportements assez symptomatiques du nouvel esprit post-insurrectionnel, qui fait que chacun pense qu'il a le droit et la liberté de revendiquer d'une manière désordonnée. Et ça, c'est grave. Autant tout le monde reconnaît le droit à toute organisation, notamment les organisations syndicales, de revendiquer, autant des attitudes qui, à mon avis, relèveraient beaucoup plus d'un comportement condamnable, ne devraient pas être acceptables. Prendre en otage des enseignants, du personnel, cela ne permet pas de résoudre le problème, cela ne fait qu'aggraver la situation. Il faut que nous fassions un effort de civisme. Et c'est précisément ce manque de civisme-là qui fait que des gens prennent en otage des routes, brûlent des routes, incendient des maisons, dévastent des propriétés privées. Et ça, si on continue de cette façon, eh bien on est mal parti. Mais comment sortir, comment rompre avec ce cycle infernal et l'incivisme? Mais à mon avis, il faut que ceux qui sont des responsables, à quelque niveau que ce soit, eh bien, ils mènent une campagne de sensibilisation. On ne peut pas faire autrement.
Il faut qu'au niveau des autorités aussi, on puisse avoir le courage de sanctionner. Mais ça, c'est difficile. Je suis d'accord. Parce que quand on sanctionne, eh bien, les gens se dressent contre celui qui sanctionne. Et après, tout le monde va crier, il y a de l'impunité. Il y a une contradiction. Ou on veut qu'on sanctionne pour éviter les dérives, ou alors on laisse faire et on va tout droit dans la catastrophe. Moi, je pense que c'est insupportable, par exemple, de voir des gens qui s'en prennent à la police, parce que la police a fait son travail en arrêtant quelqu'un. Si vous en prenez à la police, mais qui donc va pouvoir sanctionner ceux qui se rendent coupables de mauvais comportements? Alors, il y a également la question du terrorisme qui est devenue une question récurrente au Burkina Faso depuis les attentats de Splendide et du Capuchino. Quelles sont vos perspectives sur cette question du terrorisme dans notre pays? C'est vraiment un phénomène relativement nouveau pour nous. On a connu le banditisme et toutes les formes de criminalité, mais le terrorisme est quelque chose de relativement nouveau, très dangereux, qui met en péril même l'existence de notre pays en tant qu'État souverain. Nous savons qu'il y a une zone ou des zones de notre pays qui sont devenues presque des no man's land. Et ça, c'est insupportable. Ce qui est préoccupant, c'est qu'apparemment, sauf erreur de ma part, il y a comme une sorte de complicité de membres de notre communauté nationale vis-à-vis de ces terroristes. Et là, évidemment, c'est grave. Il faudrait que les zones où ce terrorisme sévit, eh bien que les populations soient unies et qu'elles n'hésitent pas à se battre contre ce terrorisme, à dénoncer ceux qu'ils reconnaissent comme étant des complices du terrorisme. Au plan national et au plan international, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Il y a des initiatives qui sont prises, le G5 Sahel et beaucoup d'autres. Mais c'est d'abord au quotidien que nous devons être vigilants pour lutter contre les germes du terrorisme autour de nous. Parce qu'il y a des gens qui sont là avec nous, qui ont l'air d'être des gens comme tout le monde, mais qui peut-être sont des eaux dormantes. Et ça, c'est dangereux. On parle aussi du ressort économique et des motivations, en tout cas, qui pourrait être l'une des motivations de ceux-là qui se lancent dans ce type d'aventure. Il y a un certain nombre de réponses qui sont apportées notamment par le gouvernement. C'est vrai. Voilà, comme les programmes qui ont été lancés pour le Sahel, notamment. Est-ce que ça peut être des alternatives intéressantes? Bon, je comprends qu'on soit tenté de lier la pauvreté et le terrorisme. Il y a effectivement un lien. Mais à mon sens, ce n'est pas une explication exclusive. Parce qu'il y a de la pauvreté ailleurs. Il n'y a pas de terrorisme. Nous avions notre pauvreté. Il n'y avait pas de terrorisme. Le terrorisme est arrivé parfois même dans des zones où les gens ont en fait un potentiel. C'est le terrorisme, au contraire, qui vient handicaper le progrès de ces sociétés-là. Donc, il y a quelque chose d'autre. Il y a certainement, à mon sens, un plan qui est machiavélique, ourdi quelque part, pour s'approprier nos espaces. Parce que quelque part, ces espaces-là pourraient faire l'affaire de quelques-uns. Et à mon avis, c'est là que se situe le cœur du problème. Ceci étant, le fait que le gouvernement vote des budgets pour faire des grands projets pour la région du Sahel, c'est une excellente chose. Ça va, en tout cas, décourager les faibles d'esprit qui auraient tendance à se jeter dans les bras des terroristes, parce qu'ils auront au moins, eux, une possibilité d'avoir un emploi, de gagner honnêtement leur existence. Mais ça ne suffit pas pour résoudre le problème. Le Burkina est dans le collimateur des forces du mal. Bon, je ne sais pas, il faut employer cette expression, force du mal, en tout cas dans le collimateur des terroristes, je crois. Sans être des terroristes, il y a en tout cas des actions de terreur qui sont également déployées contre des populations.
On a eu un incident malheureux, notamment à Karangasso-Vigué, qui a également fait la une de l'actualité avec cette affaire des Kolgouego qui ont été sommés de quitter la zone de Karangasso-Vigué. Nous sommes à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Voici également un conflit latent entre Dozo et Kolgouego dont on parle depuis quelques mois. C'est ça. Et c'est vraiment triste, une telle situation. Déjà, l'émergence des Kolgouego est apparue pour la plupart des citoyens comme une sorte de moindre mal, où c'est parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. C'est parce qu'effectivement, il y a le constat d'une certaine impuissance des forces de police ou de gendarmerie à mater les criminels et autres délinquants, que ces Kolgouego, dans l'esprit de beaucoup de citoyens, ont acquis une certaine légitimité. Ceci étant, ça ne devrait pas être une panacée. De mon point de vue, ce serait une erreur que le gouvernement se repose sur ces Kolgouego pour assurer la sécurité. Parce qu'ils ne sont pas investis d'un pouvoir officiel. Maintenant, il y avait, pour le cas que vous indiquez, effectivement un conflit entre des Dozo et ces Kolgouego. Relevons en passant que les Dozo existaient bien avant les Kolgouego et étaient en tout cas bien avant les Kolgouego tels qu'ils sont aujourd'hui, parce que le Kolgouego initial, c'était le gardien de la forêt. Donc, il n'y avait pas cette dimension de lutte antiterroriste ou anticriminelle. Mais les Dozo existent dans la culture de ces peuples-là depuis la nuit des temps. Ils sont intimement impliqués dans la vie des populations. Et pas simplement pour la surveillance du territoire et la lutte contre la criminalité. Ils interviennent dans les rituels, dans un certain nombre de cérémonies. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire une équivalence. Alors, maintenant, qu'il y ait des zones où on puisse interdire à certaines parties de la population d'intervenir, ici, je peux comprendre, mais à la longue, ça pourrait être dangereux. Ça pourrait être dangereux parce que ça aboutirait à une sorte de parcellisation de notre territoire en zones réservées à telle culture, en zone réservée à telle ethnie, alors que nous savons... Ça fera le lit du communautarisme. Ça fait le lit du communautarisme au sens occidental, mais surtout, ça va à contre-courant de la manière dont notre société est en train d'évoluer. Nous allons vers une société de plus en plus panachée, où les gens vivent ensemble. Comment vous pouvez dire, ici, c'est une zone où un tel ne peut pas venir? Donc, il faut faire preuve de beaucoup de discernement dans cette affaire et, en fait, privilégier le dialogue, la négociation, pour qu'on n'en arrive pas à des situations de force. Hors de chez nous, en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma est sur la sellette. Les frondeurs se recrutent dans son propre camp. Et une fraction de l'ANC, le parti au pouvoir, veut en tout cas voir le chef de l'État abréger son mandat à la tête du pays. C'est la chronique d'une semaine mouvementée pour le président sud-africain qui continue de faire la résistance. Est-ce que vous pensez que Zuma peut tenir? Non, non, je pense qu'il va bientôt s'en aller. Ce n'est pas possible de tenir envers et contre tous. Ses propres partisans lui disent pardon, va-t'en, laisse, pour qu'on ait une chance encore la prochaine fois. Donc, je ne vois pas au nom de quoi il pourra perdurer. Peut-être que pour l'instant, nous sommes dans une période où on essaie de trouver des voies de secours. Mais je ne suis pas devin ni prophète, mais je suis certain que dans peu de temps, bon, il va rendre le tablier. Donc, l'ère de Cyril Ramaphosa, le président de l'ANC, est très probablement le futur président sud-africain. A-t-il enfin sonné, lui qui était le préféré de Nelson Mandela pour sa succession en 1995? Peut-être, mais là aussi, ça sera le résultat d'une élection. Et quand on dit élection, rien n'est gagné d'avance. Parce que déjà, les dommages causés par ces affaires de Jacob Zuma, peut-être que ça va dégrader assez profondément l'image de l'ANC dans l'esprit de beaucoup de Sud-Africains.
Et peut-être qu'ils ne vont pas reporter massivement leur voix sur Cyril Ramaphosa. Ceci étant, ils ont quand même de la marge. Donc il est très possible que ce soit son heure. On dira que Mandela a vu juste 23 ans avant les autres. Oui, bon, vous savez, des gens comme Mandela, ce n'est pas des gens simplement qui agissent avec la raison. Ils agissent aussi avec le cœur. Ils ont aussi des pressentiments et des intuitions. Et l'homme politique, c'est quelqu'un qui sait sentir le futur leader. Ça, c'est une caractéristique des grands leaders. Ils n'ont pas besoin que vous ayez tout de suite, vous donniez tout de suite la preuve, mais en vous regardant travailler, en vivant à vos côtés, on peut tout de suite se dire, celui-là, il a une chance de grandir. Et c'est probablement ce qui a conduit Mandela à porter son dévolu sur Cyril Ramaphosa. Silence en N'Djamena, on réprime. C'est un bon titre pour le scénario en cours au Tchad où la répression tout azimut est la seule réponse apportée, en tout cas jusque-là, par le régime Déby à la grogne politique et sociale dans le pays. Quelle lecture vous avez de la situation tchadienne? Là aussi, nous sommes obligés de nous en tenir à ce que les médias nous rapportent. Donc, silence, on réprime. Le titre me plaît bien. Il faudra vérifier le niveau de répression. Ce qui me semble en tout cas évident, c'est que ça ne va pas. Parce que les syndicats sont en grève depuis longtemps. Ils protestent, ils revendiquent et apparemment, eh bien, c'est vraiment le bras de fer. Donc, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Je pense que les dirigeants doivent comprendre que ce temps-là est révolu, où on veut faire plier par la force les forces sociales. Parce que les forces sociales, aujourd'hui, sont devenues incontournables. Même quand on veut les noyauter, eh bien, elles savent se retourner et prendre position. Donc, la seule voie intelligente, c'est d'entrer en négociation. C'est la seule voie. Mais la répression, c'est totalement contre-productif. Manque de vision prospective, malgouvernance, ce sont des opinions véhiculées, en tout cas dans l'espace public, sur les raisons de la crise politique et socio-économique au Tchad. Quelle est votre opinion? Oui, c'est ce qui est dit. Et je crois effectivement que ça fait quand même... il y a beaucoup d'exemples qui nous sont donnés de cette malgouvernance et parfois aussi de cette impunité vis-à-vis de ceux-là qui ont pignon sur rue. C'est un vrai problème. Mais ce n'est pas propre au Tchad. Peut-être au Tchad, la chose a émergé avec une certaine force, mais dans beaucoup de pays de la sous-région, notamment en Afrique centrale et aussi dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, on voit que c'est la même réalité. La même réalité, toujours. Pendant longtemps, sous le régime des partis uniques, on pouvait faire ce qu'on voulait et l'opposition pouvait crier, les syndicats pouvaient marcher, ça ne changeait rien. Maintenant, ce n'est pas la même chose. Si vous voulez durer, il faut dialoguer avec vos opposants. C'est la seule solution. Est-ce que vous direz que le Tchad est frappé par la malédiction du pétrole? Sans doute que le pétrole y est pour quelque chose. Mais ce n'est une malédiction que parce qu'on ne sait pas s'en servir. La notion de malédiction renvoie un peu à une notion de tragédie, comme si c'était une volonté divine, comme cela, contre laquelle on ne peut rien et qui, quoi que vous fassiez, va vous tomber dessus. Non, pourtant, il y a des politiques beaucoup plus intelligentes qui, avec le pétrole, avec des richesses minières, parviennent à se maintenir avec un relatif consentement des populations. Si la redistribution est bien faite, si la préservation des intérêts du peuple et de l'État sont respectés, si ceux qui gouvernent ne sont pas les premiers à se remplir les poches et ne laissant des miettes qu'aux populations, eh bien, le pétrole, au lieu d'être une malédiction, sera une bénédiction. En RD Congo, c'est la marche des chrétiens pour le respect des accords de la Saint-Sylvestre qui fait l'actualité, en dépit de la répression du 21 janvier dernier dont ils ont été victimes, ils entendent en tout cas maintenir la pression sur les régimes pour un départ de Joseph Kabila du pouvoir. Quel regard vous portez sur cette action?
C'est assez original et j'ai l'impression qu'on n'a pas encore vu comme ça des mouvements de chrétiens qui se lèvent et qui marchent contre un pouvoir. Les chrétiens, généralement, agissent avec les autres communautés, les autres membres de la société. Mais là, on dirait que c'est les responsables religieux, chrétiens notamment, catholiques en particulier, qui ont pris le leadership de l'opposition. Bon, on peut comprendre que dans j'allais dire, la logique même de la religion chrétienne, qui est une religion de paix, de justice, de partage, de respect de la parole donnée, eh bien, on ne soit pas en accord avec ce que fait le président Kabila. Parce qu'il a promis de s'en aller et puis il trouve les moyens de rester. Donc, on peut comprendre qu'il se mette devant. Mais de mon point de vue, il faudrait que rapidement, ça ne reste pas une affaire des chrétiens. Parce que ça ne va pas être tout à fait productif. Même si je sais que la communauté chrétienne est plus importante au Congo, il n'empêche qu'il faut que ça soit une manifestation de la société civile tout court. Ça serait plus sûr. Alors, le président Kabila, lui, de son côté, parle d'ingérence de l'Église catholique dans les affaires de l'État, comme pour rappeler que depuis la loi de 1905 sur la laïcité, en tout cas, il y a cette consécration de la séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. C'est un argument auquel vous souscrivez? Bon, il a beau jeu de mettre ça en avant, c'est vrai, mais il ne faut pas qu'il oublie que même dans l'histoire récente du Congo, il a fallu que des évêques se mettent en avant pour qu'on puisse aboutir à des transformations. Hein. Donc, les religieux ont joué un rôle important. Les évêques, les curés ont joué un rôle important dans la transformation politique de la RDC. Et on ne peut pas aujourd'hui dire que parce que l'Église s'investit, ça devient quelque chose d'illégitime. Mais ceci étant, je pense que l'Église le fait à son corps défendant et pratiquement malgré elle. Normalement, ça ne devrait pas être l'Église toute seule qui se met en avant. Voilà. C'est une responsabilité, c'est un engagement? Oui, c'est un engagement en tant que citoyen. C'est un engagement citoyen. Il ne faut pas que ça soit seulement au nom de l'Église, au nom de l'Évangile. En ce moment, on entrerait dans quelque chose qui peut se retourner contre. Voilà. Le sport, comme l'autre facette de la diplomatie, c'est ce qui nous a été donné à voir en Corée du Sud, où la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-il s'est vue en tout cas dérouler le tapis rouge à la faveur de sa participation aux Jeux olympiques d'hiver dans le sud de la péninsule. Alors même que Washington, vous le savez, ne fait pas mystère de son opposition à ces dégels entre Pyongyang et Séoul. Comment est-ce que vous analysez? Bon, ce n'est pas la première fois que le sport devient un ambassadeur de la paix. Hein. Déjà, entre les États-Unis et la Chine, hein, ce sont des équipes de ping-pong qui ont permis à Mao Tse-tung et Nixon de commencer un dialogue. De la même manière, je pense que ce qui se passe actuellement en Corée, c'est une excellente chose. Si par le sport, on peut dégeler quelque part les relations et permettre le début d'un dialogue, why not? Ceci étant, bon, ça ne peut pas aller plus loin si on devait s'en tenir à cela. Et puis, il faut comprendre que la Corée du Nord et la Corée du Sud ont partie liées. Ce n'est pas comme les États-Unis qui, eux, sont de l'autre côté, ils peuvent menacer de bombarder, mais si on bombarde la Corée du Nord, bien la Corée du Sud n'échappe pas. Donc, la Corée du Sud a plutôt intérêt à trouver les moyens de nouer le lien ancestral, ombilical avec la Corée du Nord. Et je crois que ce désir-là est partagé par les peuples des deux Corées. Alors, vous êtes optimiste quant à voir un jour le 38e parallèle disparaître entre guillemets en tant que frontière? Écoutez, pendant longtemps, on ne pensait pas que le mur de Berlin tomberait et que l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne RFA deviendraient un seul pays. Pourquoi s'empêcher d'espérer qu'un jour, on aura simplement une seule Corée? Mais vous voyez bien ce que ça implique. Il faudra une sorte de glasnost. Il faudra que le mur tombe entre les deux pays. Mais d'ici là que Kim Jong-un mette de l'eau dans son vin et que les Coréens du Sud acceptent de boire de ce vin, il y a peut-être un peu de temps. Alors, la dynastie Kim
en Corée du Nord. C'est une révolution au départ. Aujourd'hui, on a une dynastie. Quel regard vous portez sur ce type de gouvernance? Vous savez, j'ai eu la chance, assez bizarrement, d'aller en Corée du Nord. De vous inspirer de la pensée de Duce. Ouais, et d'assister à une grande rencontre internationale à laquelle assistait Kim Il-sung. Il est venu, on était tous là. C'était le grand leader, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et Kim Il-sung est venu avec justement cette philosophie du Juche, qui est un peu la philosophie du « faut compter sur soi d'abord ». C'est quelque chose qui nous rappelle quelque chose ici, nous, hein, au temps de la Révolution. Produire ce que nous consommons. Voilà. Donc, le Juche, c'est un peu cela. Au départ, donc, c'est quand même une vision qui était tout à fait révolutionnaire. Le gros problème, c'est qu'il s'est rapidement transformé en une sorte d'incarnation de l'idolâtrie du chef et donc de la dictature. Un culte de la personnalité exacerbée. Un culte exacerbé de la personnalité, je dirais même une idolâtrie. Et je sais combien, si vous êtes là-bas, vous ne pouvez pas prononcer le nom du dirigeant sans adjoindre un adjectif. Kim Il-sung, c'était le grand leader. Et après Kim Jong-il, c'était dirigeant bien-aimé. Et puis maintenant, Kim Jong-un, je ne sais pas comment lui on l'appelle, chacun vient comme ça et on est obligé tous de dire ça. Et vous savez que quand on en arrive à ce point-là, c'est grave. On est en train de bêtifier tout un peuple et ce n'est pas possible. C'est ça qui est le malheur. Sinon, quand vous allez en Corée du Nord, vous êtes étonné, malgré toute la propagande qui se passe ailleurs, vous êtes étonné par les progrès techniques et scientifiques de ce pays. Replié sur lui-même, mais capable de vous avoir un des métros les plus spectaculaires, les plus beaux. Ils ont inventé leur métro. Ils ont réalisé des choses qu'on ne peut pas imaginer ici. Le secret, c'est dans l'organisation? Ils sont organisés, disciplinés, évidemment, discipline de fer. Hein, c'est la militarisation du peuple en entier. Mais il y a des résultats qu'il ne faut pas négliger. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tout, ils tiennent le coup. Ils tiennent le coup. Le prix à payer, c'est la liberté des citoyens. Oui, mais ça, ce prix est exorbitant. Il est exorbitant parce que quand tu regardes, à l'arrivée, eh bien, les gens ne semblent pas heureux. Ils vivent dans un pays où il y a de grandes réalisations, mais tu sens bien qu'ils ne sont pas heureux parce qu'ils ne sont pas libres. En Syrie, les jours se suivent et se ressemblent entre attentats, combats violents, bombardements. Le peuple syrien, lui, également, continue de souffrir. Quel regard vous portez sur le conflit syrien? Le conflit syrien est un vrai panier de crabes. C'est quelque chose qui est très complexe. Si le conflit était seulement entre Syriens, bon, je pense qu'on aurait rapidement trouvé des solutions. Mais le conflit s'est internationalisé. Des intérêts contradictoires se sont mêlés à cela. Et aujourd'hui, moi, je ne sais pas du tout comment les choses vont évoluer. Ce qui est certain, c'est que ceux qui sont contre le président Hafez Assad, eh bien, ils ne voient pas l'avenir avec ce président. Nécessairement, il faut qu'il s'en aille. Bon, mais est-ce que c'est réaliste de préconiser ça comme une condition préalable à toute négociation? À mon sens, non. Et je crois que ce que les autorités européennes, par exemple, essaient de promouvoir, me paraît une approche beaucoup plus sage. Il y a également cette actualité en Arabie Saoudite avec ce nouveau prince héritier, en tout cas, qui met de l'ordre quelque part dans le panier à crabes que constitue la dynastie des Saouds. Oui. C'est une action, c'est vrai qu'on a un hôtel de luxe qui devient en tout cas la prison la plus luxueuse au monde, mais on a une action qui est engagée. Quel regard vous portez sur justement ce dynamisme nouveau que ce prince tente d'insuffler à l'Arabie Saoudite?
À mon avis, bon, c'est déjà bon à prendre. Est-ce que c'est le prix à payer pour la survie de la dynastie Saoud, par exemple? Bon, je crois qu'ils sont un peu obligés de faire ça. Le pays est un pays qui est dirigé par une oligarchie, et c'est une dynastie. Et ce que le prince a fait, bon, c'était comme une sorte de rappel à l'ordre, en disant, mangez, mais mangez doucement, hein, n'en faites pas trop. Vous voyez, ce n'est pas la sanction définitive. On vous enferme pendant 3 mois dans une prison dorée, vous versez des millions et des milliards, et après, bon, retournez, et puis ne faites plus comme ça. Qui nous dit qu'ils ne vont pas recommencer? Donc, c'est vraiment une situation qui est un peu pourrie. C'est un pays difficile, mais ils ont le soutien des grandes puissances. On n'est pas à un paradoxe près. Le pays où les femmes n'ont pas le droit de voter, ou alors elles doivent se soumettre à toute une série de conditions, eh bien ce pays-là est l'ami sûr de beaucoup de puissances occidentales, qui par contre n'hésitent pas à brandir le marteau sur nos propres petits pays à nous autres. Quand on quitte un peu la marche, c'est pour vous dire que selon que vous êtes en deçà ou au-delà, je ne dirais pas des Pyrénées, mais de la mer, vous serez plus ou moins accepté comme démocrate ou non démocrate. On revient chez nous et on termine avec vous, avec une question peut-être beaucoup plus personnelle. En parcourant votre CV, j'ai constaté que vous faites partie de cette première génération, en tout cas des premières générations d'universitaires au Burkina ici. Aujourd'hui, depuis pratiquement les années 70, 73 plus précisément, vous êtes... 70. Voilà, 70, voilà. Et vous avez près de 50 ans, on va dire, de vie dans le domaine culturel, artistique et intellectuel. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, que vous êtes à la retraite, si je ne m'abuse, oui, je suis un jeune retraité. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir assumé votre mission en tant qu'intellectuel et en tant qu'homme? On a fait ce qu'on pouvait. On a fait notre part, comme dirait le colibri. Et je crois que cette part-là, aussi infime soit-elle, a contribué à faire en sorte que notre université progresse. Nous sommes, avec beaucoup d'autres collègues, des gens qui avons formé, des gens qui sont aujourd'hui nos propres formateurs, nos ministres, des personnalités très haut placées. Nous avons contribué à faire de l'université de Ouagadougou une des universités de référence en Afrique et dans la sous-région. Je ne dis pas moi, hein. Je parle de tous ceux qui ont commencé en même temps que moi. Et donc je pense qu'on a un peu joué notre partition. Ceci étant, quand on regarde actuellement les tumultes que traversent nos universités, ce n'est pas simplement chez nous, on se dit qu'il y a peut-être encore une réflexion à mener pour aller plus loin. Parce qu'on s'est lancé dans certaines réformes sans avoir les préalables nécessaires, de telle sorte qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de cul-de-sac. Et on a du mal à rattraper un rythme normal. Donc c'est ça qui me fait de la peine. Et je vois comment nos étudiants souffrent. Je vois comment mes collègues enseignants souffrent. Je vois aussi comment les autorités de l'université rament pour essayer de remettre le navire à flot. Mais il faut qu'il y ait la bonne volonté de toutes les parties. Sinon, on va pendant longtemps être comme un bateau ivre. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci, professeur, d'être venu sur ce plateau. Madame, monsieur, c'est la fin de votre émission. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.